Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Charles Marinakis, le président de Century 21. Bonjour. Bonjour David. Il ne fait pas l'accent italien là. Si, je peux faire l'accent italien. Bon. Je peux faire l'accent grec pour ce qui me concerne. Ah oui, alors ça donne quoi? Non, je ne sais pas le faire. Donc on parle du marché immobilier français, puisqu'on est au terme de ce premier semestre. La photographie, on la voit maintenant. Et alors le pire n'est pas arrivé, mais quand même, la photographie, c'est on a un marché immobilier en France qui s'est quoi? Stabilisé, contracté au premier semestre, on dit quoi? Bon, stabilisé d'abord sur le premier trimestre et puis contracté sur la deuxième partie du semestre. Voilà. En fait, on a bénéficié de l'énergie et du dynamisme de 2025 sur le premier trimestre 2026 et puis les conditions géopolitiques, économiques, politiques internes, accès à l'énergie, etc. Tous les facteurs négatifs sont de nouveau venus polluer ce marché-là et donc effectivement... Donc un semestre qui s'est déroulé en 2 temps. En 2 temps, voilà. Et puis il est redevenu poussif, avec des volumes qui sont légèrement à la baisse. Alors certes, des prix qui baissent aussi, mais très légèrement. Voilà, depuis l'accord de paix qui a été, ou le faux de protocole d'accord, cessez-le-feu, discussion sur 60 jours, de nouveau il y a un petit frémissement ou... Non, pour l'instant il n'y a pas eu de... ça ne s'est pas marqué, si vous voulez, sur le marché. Ça date d'il y a 3 semaines. Hein, oui, il y a 3 semaines. Nous, ce qu'on suit, vous le savez, enfin moi, mon repère économique, macroéconomique... Taux à 10 ans français. Non, moi, c'est pas ça. Moi, je ne m'inscris pas forcément dans cette logique de l'OAT à 10 ans. C'est de référence au coût des crédits. Qui sert de référence, mais si vous observez un peu ce qui s'est passé sur les 10 dernières années, c'est l'inflation, si vous voulez, qui influence la Banque Centrale Européenne et qui fait que les taux d'intérêt montent ou baissent. Voilà. Et donc, typiquement, là, vous savez, le 11 juin, la Banque Centrale Européenne a réaugmenté de 0,25 ses taux. Voilà, donc c'est pas de nature. Ce sont les taux courts. C'est les taux courts, ouais. mais sur les taux... C'est pas les taux longs. Non, c'est pas les taux longs, mais vous remarquerez qu'en 2022, ce qui a généré l'augmentation brutale, si vous voulez, des taux, des conditions d'accès au crédit sur 20 ou 25 ans, c'est l'inflation. Et donc, moi, mon repère, c'est l'inflation. On est à 2,5, 2,5% de mémoire d'inflation en France. C'est ça. Ça devrait rebaisser puisque le pétrole est passé de $100 à 72, 73 au moment où on se parle. Selon vous, parce que j'ai lu votre communiqué de presse, le marché immobilier a muté. Ça veut dire quoi qu'il a muté? Ça veut dire qu'en fait... les primo-accédants qui étaient un peu les laissés en retrait. Ils font leur grand retour. Ils font leur retour. C'est bien, moi, je trouve, non? Ouais, moi, je trouve ça super. Je n'ai pas dit que c'était mal. J'ai dit que ça avait changé. Ouais. Voilà. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Et les secondo-accédants, ceux qui sont déjà... Les secondo-accédants, pour le coup, ils sont moins présents. Ils sont moins présents parce qu'ils sont un peu contraints par leur situation financière. En fait, ceux qui ont acheté en 2018, 2019, avec des taux à 1%, 1,2%, 0,90, comme vous, David, typiquement. Aujourd'hui, fallait pas le dire. J'ai eu de la chance. Non, vous avez profité d'un contexte économique qui était très favorable. Mais si vous faites un peu vos calculs aujourd'hui, vous vous apercevez que céder votre bien pour en racheter un autre, fût-il légèrement... Ah non, mais c'est hors de question. Si je devais revendre et repartir sur un nouveau crédit, je passerais de 1% à 3,5%. Exactement. Donc on y réfléchit à 2 fois. Hein. Exactement. Donc c'est ce que font les secondo-accédants. En tout cas, toutes celles et ceux qui sont dans cette situation d'avoir eu l'opportunité d'emprunter à des taux très bas. D'autant que les premières années, on rembourse des intérêts, surtout très peu de capital. Exactement. Les premières années, la bascule est à 7 ans minimum. Donc en fait, si vous voulez, ça les contraint. Et quand ils font ce calcul économique, eh bien, ils voient d'ailleurs la durée de détention d'un bien immobilier est passée de 7 à 10 ans. C'est-à-dire qu'on garde de plus en plus longtemps pour cette partie des Français qui a bénéficié de taux exceptionnellement bas. Il y a une autre partie, il y a par ailleurs 38% des propriétaires qui sont libérés de leurs emprunts. Donc eux, ils ont une faculté d'agir qui est relativement libre. Mais tous ceux qui sont sous emprunt relativement importants, qui ont des emprunts à des taux bas, sont un peu empêchés. C'est le cas de votre serviteur. Donc des primo-accédants qui sont de retour, c'est une bonne chose. Des secondo-accédants, donc qui sont déjà propriétaires, qui revendent pour plus grand ou ailleurs, qui bougent moins. Là, pour le coup, on se dit que pour la fluidité du marché, parce qu'il faut bien qu'il y ait des secondo-accédants qui vendent pour qu'un primo-accédant puisse être là aussi, non, sauf s'il achète dans le neuf. Mais Oui, alors ça s'est un peu inversé. Si vous voulez, la mutation, elle s'est opérée comme ça. Si on prend les crédits libérés à l'immobilier, si vous voulez, aujourd'hui, 44% des prêts qui sont consentis à des primo-accédants et seulement 38% à des secondo-accédants. C'était le contraire avant. Avant, c'était le contraire, exactement. Voilà.
Donc non, tous les secondo-accédants non plus ne sont pas empêchés. Comme je vous l'ai dit, il y en a qui n'ont plus d'emprunt. Il y en a qui ont emprunté il y a 15 ans à des taux qui étaient relativement équivalents à ceux que nous avons aujourd'hui. Donc il y a toujours une dynamique, si vous voulez, un mouvement. Mais c'est vrai que ça manque un peu de volumétrie. Notre marché va perdre probablement 50 000 transactions encore cette année. On a fait 950 000 952 000 transactions l'année dernière. En 2025. Voilà. On devrait finir à 900 000. Oui, 890, 900 000. Bon, c'est pas dramatique non plus. Mais non, c'est pas dramatique, mais c'est pas ouf. Voilà. C'est-à-dire qu'on pensait, en réalité, si vous voulez... Être sur le prolongement, dans le prolongement de 2025. Sur 26. Si on prend 2 secondes pour regarder ce qui s'est passé entre 2020 et 2026, est-ce que vous vous rendez compte les traumatismes auxquels ce marché a été confronté en 6 ans? En 2020, on a été confiné par le Covid. D'accord, le marché est devenu atone. En 2021, en revanche, explosion totale. Quasiment 1 200 000 transactions, c'est-à-dire tout ce qui ne s'était pas fait en 2020, c'est fait en 2021, plus l'attractivité, le rattrapage, l'attractivité soudaine des Français, en particulier pour les maisons, pour le changement de lieu, de destination, etc. Donc une année 2021 absolument euphorique, et puis début 2022 pareil, et puis mi-2022, patatras, un grand coup de frein sur la machine, à cause de l'inflation, les taux, exactement, les taux sont multipliés quasiment par 3 ou par 4 en 10-12 mois. Le marché devient atone, on retombe à 778 000 ventes. Donc on fait une année 2023 qui n'est pas bonne, 2024 encore moins bonne. Et puis, alléluia, on arrive enfin à une situation stable avec des prix qui se sont normalisés, des taux autour de 3%, dont tout le monde a bien compris que maintenant ce serait la norme. Voilà. Et donc là, on arrive de nouveau en 2025 à 952 000 ventes, ce qui est un très bon score. Voilà, il faut avoir ça en tête. C'est un top 5 des 20 dernières années, 952 000. Voilà. Et puis on se dit, c'est super, 2026, on va pouvoir profiter de cette dynamique et enfin peut-être avoir une vision pérenne de ces marchés. Et là, patatras, ce n'est pas le cas de nouveau. Voilà, donc on s'épuise un peu. On a besoin de fluidité et puis de quelque chose de régulier. Comment on la retrouve, cette fluidité? Parce qu'on ne va pas attendre grand-chose. Il y a une élection présidentielle en France l'année prochaine. Il y a un gouvernement qui ne peut pas non plus faire grand-chose puisqu'il faut faire voter des textes sans majorité. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Bon, le pétrole redescend. Ça veut dire que la BCE peut-être n'aura pas la main lourde sur les taux. Et donc ça peut laisser espérer un meilleur second semestre. La clé du système pour nous, c'est les conditions d'accès au crédit des Français. Voilà. Mais les banques prêtent toujours. Les banques prêtent toujours, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc il y a eu à un moment donné une forme de réticence des banques parce qu'elles n'y trouvaient plus leur compte. C'était en 22 ça. Oui, mais c'était surtout qu'elles ne trouvaient plus leur compte. Il faut appeler un chat un chat. Quand vous prêtez à 1%, 1,2%, même si vous vous refinancez de manière intelligente sur les marchés monétaires, il n'y a plus de produits nets bancaires. Donc les banques, si vous voulez, paradoxalement, on avait des taux qui étaient bas, mais des banques qui freinaient des cas de fer. Bon, ça a disparu. On a retrouvé une fluidité, une appétence des banques pour prêter de l'argent aux Français pour leur résidence principale. Et c'est ça la bonne nouvelle finalement des primo-accédants, c'est que vous voyez l'appétence des Français pour devenir propriétaires de leur résidence principale, elle est restée intacte parce que dès qu'ils en ont la possibilité, les primo-accédants le font. Alors bien aidés par le prêt à taux zéro. Hein. C'est le prêt à taux zéro qui a bonifié le statut des primo-accédants et leur capacité, si vous voulez, à devenir propriétaires. Il ne faut pas oublier ça. Voilà. Donc il y a toujours de l'incertitude, enfin, en tout cas de l'attentisme de la part des Français, même post-cessation des hostilités au Moyen-Orient. C'est trop tôt pour pouvoir dire que ça repart. Là, pour l'instant, c'est trop tôt. Moi, vous savez, c'est triste à dire, mais la géopolitique, même si ça crée une ambiance qui est un peu délétère dans le monde entier, en France aussi, on a aussi un contexte politique interne qui est très pesant. Malgré tout, ce que regardent les Français, c'est leur capacité à acheter un logement ou pas. Voilà. Donc c'est quand même une donnée plus macroéconomique. Mais malheureusement, cette donnée macroéconomique, et notamment leur pouvoir d'achat au sens large du terme, elle est directement tributaire des conditions géopolitiques et notamment des conditions d'accès à l'énergie, du pouvoir d'achat en général, de l'augmentation des denrées alimentaires, etc. C'est ça que je surveille. Moi, je surveille le pouvoir d'achat des Français au sens large parce que je suis le plus gros consommateur du pouvoir d'achat des Français. Les Français consacrent 30 à 35% de leurs revenus. Voilà. Et dès qu'il y a une atrophie du pouvoir d'achat au sens large du terme, eh bien, cela que les Français peuvent consacrer à l'immobilier, naturellement, ça baisse a fortiori quand les taux augmentent. Donc potentiellement, ça nous ferait quoi en termes de volume de transactions? Ça ferait une année, on se projette un peu, mais une baisse de 5% des transactions. Oui, entre 5 et 7%. Et en termes de prix, j'écoutais la FNAIM, on aime beaucoup, on salue Loïc Quentin bien sûr, qui nous dit que les prix devraient stagner
cette année. Vous confirmez ou vous me parlez de baisse de prix, vous? Moi, je souhaite, en fait, Vous souhaitez? Non, mais ce que j'observe, si vous voulez... C'est une baisse de prix. En fait, c'était dans notre dossier de presse, qui est assez documenté en termes techniques. Moi, j'ai gardé les prix de 2019 et je les ai comparés au prix de 2026. Voilà. Ouais. Et on l'a d'ailleurs segmenté avec 2022. 2022, c'est la pointe. C'est là au moment où les prix étaient les plus hauts. Quand vous prenez les prix de 2026, par rapport à 2019. Ils ont baissé par rapport à 2022. Oui. Mais ils n'ont pas baissé par rapport à 2019. Donc on n'est pas revenu au prix de 2019. Et c'est ce chemin-là... Il faudrait baisser de combien pour revenir au prix de 2019? Il faudrait baisser de 5%. Et pour revenir au prix de 2019. On est où sur les prix, là, en ce début d'année? Enfin, on est à -1. Ouais. Ça dépend des régions, mais globalement, si vous voulez, on est à -1. -1,2. Voilà. C'est aussi ce qui fait que le marché ne retrouve pas, si vous voulez, de grosses volumétries. C'est qu'on n'est pas revenu au prix de 2019 avec des taux qui sont 2,5 fois supérieurs à ceux de 2019. Ah oui, donc on a pu imaginer que les prix corrigent plus. Eh oui, ils sont pas... Alors ça dépend des régions. Mais globalement, si vous voulez, la correction... Le problème, si vous voulez, de ce marché-là, c'est que quand ça s'enflamme vite. À la hausse. À la hausse, voilà. Et donc là, les prix peuvent flamber, et certaines régions ont pris 20-25% en 18 mois, ce qui est une hérésie, parce que l'actif en lui-même, il n'a pas changé intrinsèquement. Voilà. La vue sur mer s'est pas améliorée, ou les pièces n'ont pas grandi. Donc il y a une espèce d'inflation un peu artificielle qui est la résultante de l'offre et de la demande. Ça, d'accord. Mais quand ça doit migrer à la baisse pour revenir, ça met beaucoup de temps à revenir. C'est-à-dire que là, il y a de l'inertie. On comprend bien évidemment que les vendeurs ne sont pas enclins à baisser leur prix de manière significative. Mais à un moment donné, s'ils veulent rencontrer des acheteurs solvables, il va falloir qu'ils ajustent les prix. Qu'est-ce qui tient le mieux, appartement ou maison? Parce qu'on parlait du retour. Ce n'était pas le cas il y a 3 ans. Donc Les maisons, c'est ce qui a fait l'inflation du marché français. Ouais. Tout le monde s'est précipité sur les maisons. Et aujourd'hui donc? Moins, c'est cher maintenant les maisons, donc moins. Moins parce que c'est devenu une denrée rare. Il y a des indicateurs, pardon, ça peut paraître secondaire, mais des indicateurs que je trouve intéressants. Les délais de vente, les marges de négociation, le pourcentage de compromis qui ne vont pas jusqu'au bout et qui tombent à l'eau. Qu'est-ce que ces indicateurs nous disent? Alors, les délais de vente sont à la hausse, clairement. C'est un peu plus de 100 jours maintenant. On ne peut pas espérer vendre un bien. Je ne me rends pas compte, sur longue période, 100 jours, c'est... ça fait plus de 3 mois, 100 jours. Donc non, mais merci. Non, mais je parle par rapport à l'historique. Et historiquement, quel est le délai moyen? Là, en dépassant les 100 jours, on n'aura jamais... 120 jours, c'est 4 mois. C'est ça. 120 jours, ça peut être 4 mois. Ouais. C'est un record historique. On n'a jamais dépassé les 100 jours. Ouais. On a pu vendre jusqu'à 60 jours, 65 jours, si vous voulez. Voilà. 60 jours, c'est 2 mois. C'est 2 mois, dans les périodes fastes. 2 mois. 2 mois, c'est rien. 2 mois il le fait, donc c'est bien. Bon, et sur le reste, sur les marges de négociation, sur les compromis qui tombent... Les marges de négociation, finalement, il n'y en a pas tant que ça, on s'aperçoit. En réalité, il n'y en a pas tant que ça. Oh, c'est vrai? Ouais, c'est 4%, c'est pas énorme. Par rapport au prix affiché au départ? Par rapport au fichier au départ, oui. Et ces compromis qui tombent à l'eau parce qu'on a... Au pire du pire de la crise, on a entendu des chiffres, je ne les ai plus en tête, comme quoi il y avait énormément de compromis qui n'allaient pas jusqu'au bout parce que, faute de décrocher son financement... Alors, dans les compromis, il y a environ entre 12 et 14% des compromis qui ne vont pas au bout. Après, il faut creuser à l'intérieur de la raison pour laquelle ils ne vont pas au bout. Ouais. Parce qu'il y a aussi, vous savez, ce fameux droit de rétractation qui fait que les gens ont la liberté de se rétracter aujourd'hui, qui fait que ça annule, ça neutralise un certain nombre de compromis parce qu'ils ont trouvé, ou ils renoncent à leur projet, ou ils ont trouvé mieux ailleurs, ou quelque chose. Voilà. Après, sur les crédits, c'est quand même 7 à 8% des compromis qui capotent parce que faute de financement. Quoi. Ouais, sachant qu'aujourd'hui, encore une fois, on a du 3,30, 3,40% sur du 20 ans en crédit immobilier. Il n'y a pas eu d'envolée non plus en un an des taux de financement. Sauf que pour beaucoup de monde, effectivement, on reste dans l'idée qu'on a eu du 1%, peut-être qu'on va retourner à 2%. Ouais, et... Ça ne reviendra pas. Il ne faut jamais dire jamais. Non, alors... sur longue période, il ne faut jamais dire jamais. Sur une longue période, vous avez raison, tout est possible. Mais je ne vois pas l'économie globale, si vous voulez, générale, s'articuler de manière à ce qu'on puisse revenir à des taux. Et je crois même que d'ailleurs, que ça n'est pas souhaitable parce que les banques, dans ce cas-là... En fait, la question est simple. Est-ce que vous voulez avoir des taux à 1,2 qu'on ne vous prête pas ou des taux à 3 qu'on vous prête? Voilà, parce que je vous le dis, les banques ne sont pas des philanthropes. Quand elles font des prêts, bien sûr, c'est pour générer de la clientèle et avoir des flux, parce qu'aujourd'hui, les conditions de crédit, d'octroi de crédit, BAL 2, BAL 3, etc., sont indexées sur les flux et non plus sur le ratio Cook, ce qui était à l'époque le référentiel en matière d'octroi. On a largué du monde sur le ratio Cook, mais c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Voilà. Mais c'est un peu technique, je vous oui. Mais il est bon. Ouais, mais entre-temps, ça veut dire que globalement,
Si on veut garder l'appétence des banques, et on en a besoin, hein, soyons clairs, on a besoin que les banques financent de l'immobilier, il faut que les banques aient du produit net bancaire. Nous, on parle de moyenne depuis le début, Charles, on parle des moyennes de transactions, donc les volumes, les prix, mais la France, ce n'est pas une moyenne. Si on devait faire une synthèse des régions, des villes qui se portent plus ou moins bien, on dit quoi? Paris mis de côté. Paris, situation difficile pour Paris, parce que des prix, à mon avis, trop élevés. Et très en concurrence avec une partie de la première couronne parisienne qui s'est beaucoup rénovée. Il tient bien, la première couronne parisienne. Je pense, par exemple, vous voyez, je prends souvent l'exemple de la ville de Saint-Ouen, parce que c'est dans cette ville qu'il y a eu le plus de projets immobiliers neufs ces 2-3 dernières années, pour cause des Jeux Olympiques, mais pas que. Il y a eu tout un réaménagement d'une zone, etc. Et surtout, avec les opérations du Grand Paris, aujourd'hui, Saint-Ouen, c'est irrigué par les lignes 14 et les lignes 13 du métro. Donc, c'est une offre, si vous voulez, une alternative en termes d'offre qui est concurrentielle de ce qu'on peut trouver dans Paris typiquement. Voilà. Donc Paris, un peu en difficulté. Nice, jamais en difficulté. Voilà. Nice, ça ne baisse jamais. Voilà, les prix. Alors les volumes peuvent baisser, mais les prix ne baissent jamais. Bordeaux est une ville qui est redevenue extrêmement attractive aussi en termes de prix. La côte ouest, de Bordeaux à Hendaye, c'est devenu relativement cher, pour ne pas dire très cher, parce qu'extrêmement prisé, notamment pour des résidences secondaires, même si la législation est un peu modifiée. Et puis la Bretagne qui a repris des couleurs, sans jeu de mots, parce qu'ils ont aussi subi la canicule la semaine dernière, mais qui est devenue une région un peu de report, sans que ce soit péjoratif dans mon esprit, mais où finalement les gens se sont aperçus qu'il faisait bon vivre, qu'on avait aussi des maisons et des produits immobiliers de qualité, dans des environnements de qualité. Et c'est une région qui est en train de tirer son épingle du jeu. Vous qui souhaitez que les prix baissent pour redonner du pouvoir d'achat immobilier aux Français, quelles sont les villes aujourd'hui où les prix baissent? Toujours. Bordeaux, ça baisse un peu parce que ça avait. En fait, voilà, c'est ça. En fait, là où ça baisse, vous savez, c'est ce fameux réajustement. C'est toutes les villes où les prix avaient beaucoup augmenté. C'est-à-dire, ça veut dire Bordeaux typiquement. C'est aussi beaucoup les villes qui étaient à 1 heure de TGV de Paris. Ça peut être Blois, ça peut être Orléans, ça peut être Tours, ça peut être Chartres, etc. Où il y a quand même un ajustement des prix parce que cette demande un peu artificielle qui a afflué post-Covid, elle est neutralisée aujourd'hui. Voilà. Et puis aussi, c'est vrai, quelques régions, quelques villes du centre de la France qui sont moins prisées, disons les choses telles qu'elles sont, qu'une partie de la Côte d'Azur typiquement ou de la côte ouest. Voilà. La synthèse en quelques secondes avant de se quitter, Charles, sur tout ce qu'on vient de dire là sur ce marché immobilier au premier semestre, la perspective du second, le premier quoi, donc c'est un marché immobilier qui s'est contracté. Oui, c'est un peu crispé, voilà, parce que encore une fois, les planètes étaient très alignées en 2025, elles se sont un peu décalées. J'espère qu'elles vont se réaligner. Il n'y a pas de situation catastrophique, si vous voulez. La bonne nouvelle, c'est le retour des primo-accédants qui, confirme que les Français ont toujours la même appétence pour l'immobilier. 2, qu'ils ont aujourd'hui des conditions financières, ils peuvent être solvabilisés financièrement. Les secondo-accédants, c'est un peu plus compliqué pour eux parce qu'ils ont une contrainte financière qui est une réalité. Mais après, je crois que le marché, ce qu'il faut, c'est qu'il retrouve. Il faut qu'on arrive à retrouver cet alignement des planètes. Mais comment? Voilà. Déjà, par la baisse du pétrole, encore une fois. La baisse du pétrole, ça veut dire qu'il faudrait que la Banque Centrale Européenne rebaisse de 0,25. Il faut qu'on reste entre 3... 2027, ce serait plutôt 2027, mais il faudrait qu'on reste, si vous voulez, entre 3 et 3,5 au niveau des taux. Voilà, ça, je pense que c'est une fourchette correcte qui est acceptable pour tout le monde. Ce n'est pas des emprunts délirants, voilà, entre 3 et 3,5. Sur une inflation, quand bien même elle serait plafonnée, si vous voulez, à 1,5, quand vous empruntez à 3 ou 3,5, il n'y a pas de scandale, si vous voulez, en termes d'équation purement financière. Et puis des prix qui, dans certaines régions, doivent mécaniquement s'ajuster parce que, là, je discutais avec une dame qui a une maison dans la région parisienne à la vente depuis 2 ans, qui me dit « j'ai pas de visite et pas d'acheteur ». C'est que ou le bien a une anomalie qui est rédhibitoire, ou que le prix... Il n'est pas au prix. Il n'est pas au prix, voilà. Le prix. Après, l'emplacement. Vous savez, en fait, l'immobilier, c'est une équation à 3 inconnus, dont une est connue. Ça paraît paradoxal, puisque j'ai vu que vous aviez reçu le gouverneur de la Banque de France. Oui. Les conditions du Haut Conseil à la stabilité financière vous disent vous ne pouvez pas emprunter plus de 35% de vos revenus. Donc vous avez une base économique à laquelle vous ne pouvez pas juridiquement déroger. À partir du moment où vous savez quel est votre budget mensuel, il vous reste que 2 équations, le prix et les conditions d'accès au crédit. C'est simple. Voilà. Donc, si le taux est à 2%,
Mais avec 1 000 € de remboursement par mois, vous pourrez peut-être emprunter 200 000. Si le taux est à 3%, vous ne pourrez emprunter que 180 000 ou 170 000. Voilà. Je note en tout cas pour vous, il serait sain que les prix baissent encore de 5%. Moi, je trouve qu'il serait sain pour l'économie globale du marché que les prix s'ajustent de nouveau, effectivement, de l'ordre de 5%, pour revenir à la situation de 2019, ce qui, malgré tout, ne résoudrait pas tous les problèmes, parce que les taux de crédit à l'époque étaient quand même assez bas. Mais si on veut arriver à quelque chose d'équilibré, il faudrait que les prix reviennent à ceux de 2019. Allez, merci. Charles Marinakis, donc, président de Century 21, invité à la grande interview en direct, en replay également sur Boursorama et sur YouTube. Merci à vous. Merci David.